Dans la province de Sila, la journée de la femme rurale est placée cette année sous le thème de la contribution dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la COVID-19. Le forum des investisseurs porteurs de projets s'est ouvert ce samedi à N'Djamena. C'est une initiative de la Confédération générale des PME qui vise à valoriser la consommation des produits locaux, assure le reportage dans ce journal. Et puis, journée mondiale de lutte contre le diabète qui a été célébrée hier. Ce soir, la rédaction vous amène dans l'univers de ces personnes diabétiques. Oui, celles-là qui souffrent du diabète depuis plus de décennies. Alors, comment gèrent-elles cette maladie et quel est leur état d'esprit? Immersion dans l'univers des diabétiques. C'est un reportage à suivre. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre session dominicale qui reçoit comme invité ce soir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Donga Christian. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Le plaisir est à nous. Voilà, les échanges avec le ministre porteront sur plusieurs sujets ayant bien sûr trait au sport et au football en particulier. Et le temps pour nous de découvrir l'actualité de ce soir. Journée mondiale de la femme rurale 2020, l'événement a été célébré ce 15 novembre par le Tchad à Koubégou, c'est dans la province de Sila. La journée mondiale de la femme rurale est placée sous le thème la contribution dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la COVID-19 de la femme rurale. Les activités ont lieu en présence de nombreuses délégations venues des différentes provinces. La cérémonie est présidée par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Falam Bissoulga, envoyé spécial. Venues de toutes les localités de la province de Sila, les femmes ont marqué d'un cachet particulier la Journée mondiale de la femme rurale, édition 2020, à travers cette gigantesque mobilisation. Les partenaires du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, à savoir la Fondation Grand Cœur, Souhaite et Care International, ont offert des matériels agricoles au groupement féminin de la province de Sila, à savoir des motopompes, moulins, brouettes, tricycles et des charrues. Le gouverneur de la province de Sila, Abdraman Ali Mohamed, a rendu un hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et à la première dame Hinda Déby Itno qui se préoccupe de la question de la femme rurale. Les femmes de la province de Sila ont adressé deux motions spéciales au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et à la première dame Hinda Déby Itno pour leur appui multiforme aux femmes de la dite province. Et elles ont offert des présents à la première dame Hinda Déby Itno, ainsi qu'à la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Lungu. Le ministre en charge de l'agriculture, Abdoulaye Diar, et son collègue de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Amina Ehimir Tornan, ont salué l'apport de la femme rurale dans le développement socio-économique du pays. Les membres du gouvernement rassurent par ailleurs les femmes de la province de Sila que le gouvernement, sous la conduite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accorde une place de choix à l'autonomisation de la femme tchadienne afin qu'elle puisse jouer efficacement son rôle de pivot des familles. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Lungu, a témoigné sa gratitude aux autorités administratives et à toutes les organisations féminines de la province de Sila qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre la fête belle. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance et ses collègues ont visité quelques stands et échangé avec les femmes productrices de la province de Sila. C'est dans une ambiance festive que la Journée mondiale de la femme rurale édition 2020, placée sous le thème « Contribution de la femme vivant en milieu rural » dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la COVID-19 sur ses activités, a pris fin. La Journée mondiale de la femme rurale, édition 2021, se tiendra à Diaras, dans la province de l'Énégie-Est. Voilà, dans son allocution, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Lungu, a relevé l'importance de cette journée qui occupe une place de choix dans la politique des plus hautes autorités du pays. Un extrait de ses propos. La communauté internationale reconnaît unanimement ainsi que c'est la femme vivant en milieu rural qui est le moteur de développement agricole et pastoral, contribuant ainsi de ce fait à une large part à l'essor économique, local et national. C'est elle qui améliore
et qui stabilise la sécurité alimentaire de la famille, de la communauté et même du pays tout entier. Car tout ce que nous consommons est le fruit du travail provenant du Tchad profond. Il est donc normal de lui rendre un hommage en lui dédiant une journée exceptionnelle. Que la place qu'occupe la femme dans une société est un marqueur authentique du niveau réel du développement. Madame la Première Dame reconnaît que vous constituez l'un des principaux leviers de l'économie tchadienne, et ceci à travers votre contribution incontournable et efficace aux actions de développement dans les secteurs clés. Le gouvernement de la République du Tchad, grâce à la volonté manifeste et l'engagement du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, veille constamment pour assurer le bien-être de toute la population en général et celui des femmes et des filles en particulier. Sur ce, au nom de la Première Dame de la République du Tchad, son Excellence Madame Inda Déby Itno, je déclare close les manifestations de la Journée mondiale de la femme rurale, édition 2020. Voilà des propos recueillis par Falambi Soulgan. Et puis je vous invite à suivre les impressions de quelques participantes sur place. Suivez. Ce qui a beaucoup marqué notre attention, première temps, nous avons vu que les femmes de ce village sont mobilisées et puis elles ont eu le soutien de nos sœurs qui viennent de N'Djamena et d'autres provinces et elles sont fières et la fête a été bonne parce qu'on a vu la mobilisation des femmes de ces villages. Et puis la ministre est venue appuyer aussi les femmes avec les matériels, surtout les associations des femmes. Donc ça m'a vraiment marqué. Beaucoup de choses, on a remercié beaucoup la Première Dame Inda Déby Itno qui a fait beaucoup de choses pour nous. Et auparavant, on n'a pas comme ça. Ils ont remis beaucoup de crédits pour les femmes et ils ont aidé beaucoup le pays même. On a les femmes de Darsila. On a bien été formés avec beaucoup de choses. Nous remercions bienvenue Madame Déby Itno. Voilà, toujours des propos recueillis par Falambi Soulgan. Une autre journée célébrée hier, celle de la lutte contre le diabète. Ce soir, la rédaction vous amène dans l'univers de ces personnes diabétiques. Oui, celles-là qui souffrent du diabète depuis plus d'une décennie. Alors, comment gèrent-elles cette maladie et quel est leur état d'esprit? Immersion dans l'univers des diabétiques. Un reportage signé Alima Matbello. Même si elle trébuche, Denodji Rahma a encore un mental d'acier. La vieille vient de sortir de l'hôpital. S'osant entamée, elle traîne le diabète depuis 17 ans. Je souffrais de palu maintenant. Donc, le palu là est forte. Je suis allée à l'hôpital faire des examens. Ils ont dit que le taux de sucre est élevé dans mon sang. Sa vie bascule un mardi de l'année 2003. Désormais, Rahma doit adopter une nouvelle attitude, un nouveau comportement alimentaire. Son diabète, elle le gère bien. Les amis m'ont dit que même les produits traditionnels, ça soigne le diabète. Je prenais les produits. Le taux augmente, repartir à l'hôpital. Ils m'ont dit d'arrêter avec les produits traditionnels. Et ils m'ont prescrit metformine. Jusqu'à ce moment, je suis en train de prendre le metformine. Je vis bien avec le diabète. Son mental d'acier, Oumar Kaka le partage aussi. Sa démarche rassurante en laisse entrevoir. Diabétique depuis 2013. 7 ans déjà, mais l'homme ne laisse paraître sur son visage aucune panique. Auparavant, j'étais un peu vraiment gros. Malheureusement, petit à petit, je commence par maigrir. Je suis parti à l'hôpital pour faire l'examen. C'était en 2013. Et ça, c'est le premier jour qu'on m'a dit que j'ai le début de diabète. C'était 2,1. Fervent croyant, chaque jour, Oumar enseigne le Coran aux enfants du quartier. Entre le sport et le respect d'autres consignes médicales, l'homme décide de ne laisser aucune chance au diabète d'entamer sa bonne humeur. Il n'est pas le seul qui mène un combat acharné contre cette capricieuse maladie. Zara, elle ne veut plus entendre parler du sucre qu'elle qualifie de l'ennemi.
l'ennemi qui a porté un coup dur à sa vie. Mais je conseille aux gens, même ceux qui n'ont pas de diabète, doivent ne pas consommer le sucre. Ne pas consommer le sucre. Le sucre, c'est un mauvais, même pour les enfants. Les bonbons, les friandises, là, ne sont pas bien. 3 visages, 3 noms, Denodji Rahma, Oumar et Zara partagent tous la même maxime. La maladie ne tue pas. Preuve, depuis des années, tous les 3 cohabitent en bonne intelligence avec le diabète. Même s'il a chamboulé leur vie, leur esprit fort continue encore le combat. Et comme annoncé en début du journal, je reçois sur ce plateau en direct le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Donga Christian. Monsieur le ministre, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Vous venez là du stade Idriss Mahamadou Doumbouya où les Sao du Tchad ont livré leur second match avec l'équipe de la Guinée. Une fois de plus, le public est déçu ce soir. Je ne dirais pas que le public est déçu. Le public a reçu ce que l'équipe nationale tchadienne pouvait donner. Et elle a livré un match de haute facture parce que, à mon humble avis, l'équipe a été à la hauteur ce soir et a tenu tête à la CILI nationale, la CILI de la Guinée. Et ils ont livré un match nul. Donc, pour ma part, je suis satisfait de cet avancement en termes de performance même de l'équipe ce soir. Et je tiens à les féliciter pour ce match et surtout pour leur engagement. Les 2 matchs passés, nous avons vu une équipe dynamique, une équipe qui est engagée pour sa victoire. D'accord. Est-ce qu'avec ce match nul, la suite de la compétition continue ou bien ça s'arrête à ce niveau? Justement, il y a 2 autres matchs et ce sont des matchs assez déterminants pour la suite. Mais la victoire ou la qualification du Tchad dépendra également des matchs que vont livrer les autres équipes nationales, les autres équipes, donc notamment le Mali, Namibie. Donc on espère vivement qu'il y ait plus de défaites du côté de Mali, Namibie, pour qu'on puisse nous gagner de notre côté et puis espérer la victoire. Voilà, monsieur le ministre, revenons maintenant, parlons à présent du football tchadien en tant que tel. Où se situe actuellement le problème? Est-ce un problème d'hommes ou un problème d'encadrement technique des joueurs? Bien, d'abord je tiens à préciser que le ministère en charge de la jeunesse et des sports gère le sport dans toute sa globalité. Le football n'est qu'une seule partie de ce sport-là. Bien qu'il est le sport qui est le plus vu partout dans le monde, c'est un sport parmi tant d'autres qui mérite bien d'être vu, mais que les autres aussi méritent bien d'être vus pour qu'on puisse voir redorer un peu le sport au Tchad. Alors le problème de football particulièrement, c'est, trouve-moi, à mon avis, à 3 niveaux principalement. Du côté technique, il faut beaucoup plus de performances qui vont permettre, n'est-ce pas, à l'équipe ou bien à l'encadrement de voir les jours, en tout cas les jours meilleurs. L'autre côté, c'est des côtés des infrastructures également. Il faut le reconnaître que nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour le sport, le football tchadien, bien évidemment. Voilà. Mais l'autre facteur, c'est aussi sans langue de bois, en tout cas, c'est l'aspect humain. C'est plus des hommes qui mettent en mal le football tchadien, notamment toute la structure fédérale même de ce football-là. Pour ma part, le ministère délègue le pouvoir de gestion de football à une fédération. Donc la fédération doit s'assumer autant que possible à pouvoir redorer l'image du football. Justement, vous avez eu à dénoncer à un certain moment ce comportement de vos proches collaborateurs. Depuis ce jour, est-ce que quelque chose a été fait? Beaucoup de choses ont été faites. D'ailleurs, je tiens à rappeler que depuis 4 ans, le ministère a investi plus de 3 milliards dans le football, dans le sport dans sa globalité. Et je peux vous assurer que le football a peut-être 60% de cet investissement. Ce qui veut dire que l'État met le maximum en termes de ressources, à déléguer le pouvoir. Pour ce faire, les ressources que reçoivent les fédérations et qui reçoivent également des fédérations mères peuvent développer le sport à la base et aussi de haut niveau. Mais on ne remarque pas trop d'engouement de ce niveau-là. Beaucoup de choses ont été faites parce que déjà, dès l'arrivée à la tête du département, il nous
était nécessaire de déjà travailler sur même la structuration de notre département. On a donné un accent particulier sur le sport, donc notamment à la direction générale technique en charge du sport et 3 sous-directions, notamment le sport de haut niveau, le sport de masse et également le sport de la promotion des sports de féminins et puis des personnes vivant avec un handicap. Il faut d'abord structurer et puis donner les services nécessaires pour que le sport puisse recevoir l'accompagnement du gouvernement. Mais également, il faut noter qu'au niveau du Tchad, nous n'avons pas une politique nationale même de sport. Donc, il est temps pour nous de réfléchir sur le mécanisme qui va nous mener vers l'élaboration d'une politique nationale de sport et associer à cette politique nationale de sport un plan quinquennal ou bien un plan sur 10 ans de développement de ce sport-là. Ce n'est que de cette manière que nous saurons vers où nous allons avec notre sport dans sa globalité et bien évidemment le football. D'accord. Justement, en parlant du football, quelles sont les bases d'une refondation si telle devrait être l'option, puisque nous parlons du football? À l'heure actuelle, moi je pense que du côté du gouvernement, c'est redoubler les efforts pour avoir les infrastructures nécessaires. Mais du côté de fédération, de vraiment s'asseoir et revoir si eux-mêmes sont à même de mener encore cette fédération ou veulent vraiment redorer l'image du football. Moi je le dis assez clairement parce que trop souvent on met ses intérêts avant et pour ce faire on a trop du mal à pouvoir développer le football. Donc à ce niveau il faudrait aussi que de leur niveau ils puissent arranger leur rang de telle sorte que le ministère puisse les accompagner encore plus. Après... nous avons aussi l'impression que le ministère focalise beaucoup plus les efforts sur le football, alors qu'il y a également d'autres disciplines sportives comme le basketball, qui est un sport aussi collectif. Il y a le karaté, il y a l'athlétisme, des sports individuels et puis qui engagent également des médailles au niveau international. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se focaliser également, de voir un peu avec ces fédérations-là que vraiment le Tchad puisse être également rayonnant sur le plan international dans le monde? Comme je le disais, le sport c'est plusieurs disciplines. Le football fait une seule discipline parmi ces sports et le Tchad a 25 fédérations, si j'ai bonne mémoire. Parmi ces 25 fédérations, il y en a qu'on soutient et il faut aussi noter que le ministère ne peut que soutenir les fédérations qui sont organisées. Organisées pourquoi? Actives également parce qu'il faudrait avoir un siège, il faudrait avoir des compétitions nationales, il faudrait marquer sa présence pour que nous aussi on puisse dire avec un coup de pouce nous pouvons mieux améliorer. Il y a très peu de fédérations qui font ce travail et pour ce faire nous ne pouvons pas soutenir celles qui ne font pas assez bien. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons prioriser que le football, nous priorisons toute fédération et la politique au sein du ministère voudrait vraiment d'abord que les fédérations se battent et nous on vient en appui. Parce que nous déléguons le pouvoir du ministère à ces fédérations et elles doivent s'assumer. D'accord. Il y a aussi un problème de préparation dès le départ parce qu'on a l'impression que les équipes tchadiennes se préparent à 2 ou 10 jours de la compétition. Oui, il faut le reconnaître que souvent on fait souvent assez de démarches pour que on puisse avoir même les ressources pour accompagner ces équipes-là. Nous faisons de notre mieux, nous faisons en tout cas de notre mieux pour qu'ils puissent avoir les ressources au moins pour se déplacer. Et c'est petit à petit que nous pouvons améliorer cela. Il faut aussi être organisé, planifier les choses. Et nous sommes à la fin de l'année. Donc nous allons mieux nous prendre pour que l'année prochaine, on puisse avoir vraiment un ordre chronologique de nos actions dans le domaine du sport et aussi bien dans le domaine de la jeunesse. Tout à fait. Vous avez également organisé des missions dans quelques provinces du pays. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là? Oui, il y a des intenses travaux à faire. La mission était aussi bien de constater majoritairement l'état d'avancement des infrastructures sportives parce qu'il y en a plein qui ont débuté, mais il reste certains autres appuis pour achever. Il y a aussi la jeunesse, échanger avec elle et puis discuter sur comment est-ce qu'on peut collaborer entre le département de la jeunesse et puis cette jeunesse même. Donc il y a plusieurs doléances, notamment ces jeunes
veulent d'abord avoir un lieu où ils doivent échanger, des centres de loisirs, des maisons de jeunes. Et bien évidemment, je pense que le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre que dans les années ou les jours à venir, on puisse réaliser certaines actions en faveur de la jeunesse et aussi du sport. Vous avez parlé tout à l'heure des infrastructures, effectivement. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le stade Idriss Mamato Ouya est dans un état dégradant. Vous venez donc de rénover un peu à la veille du match. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la rénovation totale de ce stade qui abrite la plupart des matchs internationaux? Oui, justement, dans ce cadre, nous comptons en début de l'année 2021, en tout cas, réhabiliter ce stade-là, parce que nous avons aussi reçu la notification de la CAF sur les conditions requises pour que les matchs puissent se tenir au Tchad. Donc, nous avons programmé qu'en 2021, nous puissions au moins relancer la réhabilitation de ce stade-là, et toute une équipe est en train de travailler autour de notre nouvel modèle. Quel type de stade, quelle classe de stade nous voudrons bien innover à ce niveau-là, et je pense vivement que nous allons présenter dans les jours à venir qu'est-ce que nous voulons faire de ce stade-là. Je ne dévoilerai pas tout parce que nous voulons aussi surprendre aussi notre public avec cela. D'accord. Monsieur le ministre, la Fédération tchadienne de football association tiendra également son assemblée générale élective d'ici la fin décembre 2020. Un commentaire à ce sujet? Bien, au risque de m'ingérer dans une histoire qui est plus propre à une association, moi je pense que moi je les appelle à plus vraiment de responsabilité dans ce processus-là, et le ministère ne pourra que se prononcer en cas de mésentente ou bien de difficulté à ce niveau. Donc pour le moment, nous allons observer. Monsieur le ministre, le contrat du technicien français Emmanuel Trégouat n'a pas été renouvelé. La question a fait couler beaucoup d'encre. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, Trégouat, lui, il a trépassé son rôle de sélectionneur pour être, pour se hisser en démarcheur de joueurs. Moi, je l'appellerai ainsi parce qu'il n'a aucun mandat pour pouvoir placer des joueurs hors de ce pays et surtout nuire à l'avenir de certains qui veulent se développer. Il outrepasse des articles qui sont mentionnés dans son contrat, et vu ce qu'il ne les respecte pas, nous en tant que ministère on ne peut que se libérer de lui. En plus de cela, il faut ajouter qu'il n'a aucun résultat positif, et tout le monde peut être conscient de ce résultat. Il a en 10 matchs, je pense que 0 victoire. Pour quelqu'un qui voudrait faire avancer le sport, on pense qu'il faudrait souvent prendre les mesures assez fortes. Même si ça peut faire couler autant d'encre, quand c'est fort et nécessaire, il faut le faire. Et ça réduit le coût, en réalité, d'investissement dans un entraîneur international qui ne nous rapporte pas vraiment grand chose. Alors que nous avons des talents. Vous avez un projet pour le recrutement de notre sélectionneur? Oui, actuellement, nous avons recruté un entraîneur intérimaire, c'est Yamtamachi, je pense. Et il est de nationalité? De nationalité tchadienne, dont un comité a été mis sur pied qui a sélectionné. Moi, je n'ai reçu que le procès-verbal de ce comité et nous l'avons donc validé. Je pense que ces deux prestations sont satisfaisantes jusqu'à là, bien qu'il a pris les choses assez rapidement et vraiment dans un bref délai. Il a quand même fait quelque chose et nous pouvons que le féliciter et l'encourageons. Mais il faut noter que lui, il n'a qu'un contrat non renouvelable. Après 6 mois, nous allons lancer un appel à candidature et allons sélectionner quelqu'un qui va encore diriger. Si c'est lui qui est sélectionné, tant mieux. Mais actuellement, son contrat, c'est 6 mois avec vraiment objectif de résultat. D'accord. Alors, nous allons parler de notre domaine. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Dans le cadre donc de la promotion de l'entrepreneuriat, le chef de l'État a mis à la disposition des jeunes 500 millions de francs CFA. Est-ce que les jeunes porteurs de projets de quelques provinces ont bénéficié du financement pour le compte de la première tranche? À quand le financement de la deuxième tranche? Il y a, je pense, 20, en tout cas c'est plus de 20 provinces qui ont reçu la première tranche. Il y en a quelques qui n'ont pas reçu et nous sommes en train de travailler à travers l'ONAGES pour que ces provinces puissent recevoir dans les jours à venir leur financement aussi dans le cadre de cette promesse de 500 millions.
Mais il faut noter aussi que moi, je voudrais bien être méthodique. Je n'aime pas la gourmandise de la jeunesse aussi souvent. Beaucoup ont reçu des financements et n'ont pas remboursé. Et moi, je ne pourrais pas me sentir très bien à l'aise de pouvoir demander qu'on donne une seconde tranche alors que la première tranche n'est pas remboursée. Stratégiquement, ce n'est pas une bonne méthodologie. Donc, on s'est dit qu'on va se donner un temps, laisser un temps à la jeunesse de recouvrer ce financement-là. Et dès qu'on a ce financement, avec les frais recouvrés, en tout cas, de cette première tranche, on va enchaîner la deuxième tranche. Si d'autres jeunes veulent en bénéficier, il faudrait qu'ils lancent aussi un appel à ceux qui ont bénéficié d'être assez conscients pour rembourser ces frais-là. Parce que ça n'a jamais été une gratuité. Le travail du comité mis en place pour le Oui, un comité est mis sur pied, un comité est en train de suivre. Et d'ailleurs, nous allons avoir dans les jours à venir un atelier même pour redynamiser le mécanisme de suivi de ces entrepreneurs-là et mettre à leur disposition tout un mécanisme nécessaire pour qu'ils puissent rendre l'argent qu'on les a prêté. C'était un prêt et dès qu'ils rembourseront, on pourra dire que oui, maréchal du Tchad, nous voudrons une deuxième tranche également. Pour prouver aussi également notre crédibilité face. Voilà, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, la première dame du Tchad, à travers sa fondation, a également financé 1000 initiatives de jeunes dans le cadre du programme Mon quartier, mon engagement. Quel mécanisme votre département mettra en place pour le suivi des activités de ces jeunes? J'ai personnellement pris l'engagement de suivre ces porteurs de projets, en tout cas des 1000 porteurs de projets qui ont reçu leur certificat, de les soutenir, déjà aller les visiter s'ils m'invitent, et surtout de voir à travers déjà l'institution qui est sur place, à savoir l'ONAGES, comment les appuyer financièrement. Mais également faire le plaidoyer auprès des banques pour que ces porteurs de projets-là puissent bénéficier des financements des 30 milliards qui ont été octroyés par le maréchal du Tchad en avril dernier. Donc c'est une opportunité à saisir. Et nous allons donc les demander à préparer leur projet, et aller vers les banques. Nous pouvons faire le plaidoyer auprès des banques pour qu'ils puissent voir positivement, analyser positivement. Mais nous n'allons pas demander aux banques de prendre tout projet. Donc nous les demandons également à avoir des projets fiables et surtout bancables pour que les banques puissent leur donner le crédit. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'était là donc l'invité du dimanche, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoir Mohamed Donga Christian. Merci et à très bientôt sur le plateau de la Télé-Tchad. Merci. Voilà, nous poursuivons cette édition. Nous allons revenir une fois de plus sur l'élément que vous avez suivi. Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a présidé donc ce matin une double cérémonie à Abéché. Il s'agit d'abord de l'inauguration du système solaire devant renforcer la capacité de la station de pompage en énergie offerte donc par la société Abou Simbel et le lancement officiel des travaux de réalisation des canaux donc automatiques de production et de distribution d'eau à Abéché. C'était en présence du ministre de l'élevage. Reportage Sidik Sabom Ibrahim. Ce projet vient ainsi renforcer la capacité de la station de pompage de Bitéha en matière d'énergie, une centrale solaire de 500 kW. Le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmed Adam, a salué les gestes de la société Abou Simbel et de la STE en faveur de la population abéchoise. La directrice générale de la STE, Koubra Hissène Itno, a dit que ces travaux viennent compléter et concrétiser la promesse ferme du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui s'est engagé de donner quantitativement et qualitativement de l'eau potable à la population d'Abéché pour mettre fin à sa souffrance. Pour rétablir intégralement les performances initiales et garantir du mieux que possible la production à partir de ces installations, de nouveaux équipements ont été accueillis par la SPE pour continuer à assurer le fonctionnement du service de l'eau potable 24 heures sur 24 avec la pleine capacité. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seyd Mohamed, a salué les efforts fournis par le gouvernement pour la mise en place des nouveaux groupes électrogènes et une centrale photovoltaïque qui produiront de l'eau dans la ville d'Abéché. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mohamed Hassan, a dit que cette installation augmentera la production journalière de 4000 m3 à 6000 m3 par le biais de 5 nouvelles pompes de reprise et 3 groupes électrogènes neufs de grande capacité. Signalons que cette centrale solaire
est constitué de 1476 panneaux solaires et de 2 chambres ondulaires qui développent une production d'une demi-mégawatt. La question d'approvisionnement en eau potable en quantité et en qualité est une nécessité vitale pour le bien-être économique et social de nos populations. Car ne dit-on pas que l'eau est source de vie? C'est pourquoi, dans son programme quinquennal, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accorde une importance capitale à la réduction de la corvée des tâches domestiques en améliorant l'accès à l'eau potable aussi bien en zone rurale qu'urbaine. La réalisation de cette centrale solaire est une œuvre hautement patriotique et sociale. Avec la mise en service de cette centrale, nous économisons environ 8 heures de carburant et par conséquent, nous contribuerons à la baisse du dioxyde de carbone conformément au plan national d'adaptation au changement climatique. Je vous annonce au passage que les réalisations physiques du projet d'alimentation en eau potable de la ville à Béché, dénommé ITEA 2, démarreront par la construction de 2 châteaux de 2000 m3 chacun, la fourniture et la pose d'une conduite d'adduction de diamètre 500 mm en fente du type de 32 km. Les différents contrats ont été approuvés par les autres autorités. Le déploiement des entreprises à Béché est une question de jours. Avec la mise en œuvre de cet important projet, la pénurie d'eau dans la ville d'Abéché ne serait qu'un souvenir lointain. Voilà l'extrait de la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Tahani Mohamed Hassan dans des propos recueillis par Siddiq Sobam Ibrahim. Après avoir donc présidé les 2 cérémonies, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, en compagnie du gouverneur de la province du Ouaddaï, s'est rendue à Bitia pour une visite de la centrale solaire. Reportage de Siddiq Sobam Ibrahim. Après avoir présidé les 2 cérémonies, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, accompagnée du gouverneur de la province du Ouaddaï, du ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mohamed Bachir, s'est rendue à Bitéha, localité située à 37 km au sud de la ville d'Abéché, pour visiter la centrale solaire. La ministre a salué les efforts de la STE et de ses agents. Les techniciens ont saisi l'opportunité pour expliquer à la délégation les difficultés rencontrées et les modes de fonctionnement de ces matériels. La question d'approvisionnement en eau potable est une nécessité vitale pour le bien-être économique et social de la population, a dit la ministre. Elle a enfin remercié la société Abou Simbil et les techniciens pour le travail bien fait avant de leur demander de garder jalousement ces matériels pour une vie durable. Le forum des investisseurs porteurs des projets s'est ouvert ce samedi à N'Djamena. C'est une initiative de la Confédération générale des PME qui vise à valoriser la consommation des produits locaux. Abdelhadi Mohamed Salibabaya. Le climat des affaires au Tchad. Comment partager l'expérience dans les domaines des affaires? Cette thématique sera passée au crible par les jeunes à ce premier forum des investisseurs porteurs des projets. Ce forum permet aux participants d'explorer des pistes de solutions pouvant contribuer à résorber le chômage des jeunes, précise le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Ce forum du 14 novembre, investisseurs porteurs des projets, vise à mettre en relation les petites et moyennes entreprises avec les investisseurs. Donc nous remercions le maréchal du Tchad, c'est Idriss Déby, qui nous a donné l'opportunité de 30 milliards. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer qu'on est capable de gérer ces fonds à bon escient et rembourser. Comme ça, la génération qui vient auront facilement accès au financement. À la faveur de ces forums, les jeunes investisseurs porteurs de projets ont exprimé leur gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour l'intérêt particulier accordé à la jeunesse tchadienne. Un atelier de renforcement des capacités des cadres de l'Agence nationale d'investissement et d'exportation s'est ouvert dans la capitale. La planification et la gestion axée sur les résultats seront développées lors des travaux. Marie-Joséphine.
À travers ce renforcement des capacités de ces cadres, l'Agence nationale d'investissement et d'exploitation se veut sortir de ces traditionnelles interventions et repartir sur de nouvelles bases, ce en vue de satisfaire au maximum les besoins des usagers. Pour y arriver, l'ANI mise sur les compétences, d'où cette session de formation basée sur la planification et gestion axée sur le résultat. Tout d'abord, les parties prenantes procéderont à l'évaluation du plan stratégique 2014-2018 en vue de mesurer l'impact, ensuite à l'élaboration d'une autre stratégie pour une durée de 5 ans. Une stratégie sur laquelle l'ANI s'appuiera pour atteindre ses objectifs partant soigner l'image des affaires. Au Tchad, soutient le directeur général Ousmane Mahamad Nour Elimi. L'ANI a des priorités qui sont dévolues par le décret 419 pour faire de notre pays, le Tchad, un endroit où il est bon de faire des affaires. Pour rendre crédible l'Agence nationale d'investissement et d'exploitation, le directeur général invite chaque acteur à être assidu, surtout à adopter une méthode participative. Le bureau Bamina Assas a installé sa coordination provinciale à Mondou, dans le Logone occidental. La cérémonie a lieu en présence des autorités administratives et traditionnelles de la dite localité. Ousmane Idriss. D'accord. En mission dans la zone méridionale du pays, les membres du bureau Bamina Assas ont mis les caps sur Mondou. Aussitôt arrivés, ils ont eu des échanges avec le gouverneur du Logone occidental, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye. Selon le coordonnateur du bureau Bamina Assas, Ibrahim Mohamed Khalifa, sa structure est créée pour appuyer les actions du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour le développement du pays. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, a loué l'élan débat ministre, élément important du mouvement patriotique du salut. À Mondou, le bureau Bamina Assas a installé sa coordination provinciale du Logone occidental. Composé de 22 membres, ce bureau est dirigé par Sabre Makinit. Après son installation, ce dernier s'est engagé à promouvoir les idéaux du mouvement patriotique du salut. Le secrétaire général adjoint du bureau Bamina Assas invite au travail. Quant à vous, membres du bureau provincial de Logone occidental, vous aurez beaucoup à faire. La tâche qui vous attend est énorme. Après votre installation, vous devez vous déployer dans les différents départements pour mettre en place les bureaux départementaux et autres. Cet appel au travail est réitéré par le secrétaire exécutif provincial du Logone occidental du mouvement patriotique du salut, Dingam Naël Sébastien. Quant au coordonnateur national du bureau Bamina Assas, Ibrahim Mohamed Khalifa, il appelle à l'unité dans l'action le nouveau membre de la coordination du bureau Bamina Assas du Logone occidental. Le projet de recherche et éducation arabo-islamique au Sahel organise un atelier national de restitution des travaux de recherche sur l'éducation islamique. Les travaux sont ouverts au CEFOD. Des précisions avec Ahmad Aliadji. C'est pour inciter les autorités à élaborer des politiques publiques prenant en compte l'éducation arabo-islamique que le projet de recherche éducation arabo-islamique a été initié et mis en œuvre en 2015 par des experts issus des 6 pays sahéliens. Selon ces chercheurs, l'éducation arabo-islamique occupe une place de choix dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Faisant la genèse des différents royaumes au Tchad, le chef de projet, Fulbert Ngodji, soutient que les recherches scientifiques n'ont pas développé l'éducation arabo-islamique. C'est pourquoi ce projet intègre toutes les dimensions pour répondre aux attentes. Certains participants se sont interrogés sur les problèmes de l'école tchadienne tout en proposant des pistes de solutions. Ouvrant les travaux, le secrétaire d'État à l'éducation, Moustapha Mamad Talko, a indiqué que l'éducation est une préoccupation majeure du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République. Pour le secrétaire d'État, des actions sont en cours pour permettre aux élèves de l'école coranique d'accéder facilement à l'enseignement formel. Facilité par l'Institut de recherche pour le développement et le Centre de population et développement, ce projet a pour cible les provinces du Wadaï, du Bata, les 2 Logones, le Hadjar Lamis, Bahr el Ghazel et le Moyen Chari.
Voilà, et puis ce reportage qui vient de nous parvenir à Mundou, la pose de la première pierre de construction du siège du MPS a été posée ce dimanche, estimée à 80 millions de nos francs. C'est l'œuvre des militants du parti. Le point avec Amat Alisen. Amat. Ce bâtiment qui sera construit sur une superficie de 375 mètres carrés comprend une salle de réunion, un bureau pour le secrétaire général provincial et une véranda. Il sera équipé de tout ce qu'il faut pour donner un nouveau visage au conseil provincial du mouvement patriotique du salut. Le coût s'élève à plus de 80 millions de nos francs. Ce n'est pas tout. À la réception de ce bâtiment, Brahim Djibrin Saleh, connu sous le nom de Brahim Bébé dans le Logone occidental, promet également un véhicule flambant neuf au dit conseil. Le secrétaire général provincial du MPS a exprimé toute la gratitude du parti aux bienfaiteurs. Je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir de remercier très sincèrement le camarade Aladji Ibrahim Bébé pour cette volonté manifeste qui va droit au cœur de notre président fondateur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, au secrétaire général national, aux membres du bureau politique national et tous les militants. Geste également hautement salué par le président du RJ-MPS, représentant le secrétaire général du MPS, Mamad Zenbada. Construire les sièges et mettre un moyen de déplacement au profit de ses camarades en tant que militants est l'expression des valeurs qui sont chères à notre parti, le MPS. Notons que le délai d'exécution de ce projet de construction du siège provincial du MPS est de 3 mois. Promotion de l'autosuffisance alimentaire Tchad. La question était au centre d'un atelier regroupant plusieurs jeunes œuvrant dans le domaine de l'agro-business. Une initiative de Hayat Boutkan. Nouadoumbay, Talomati. C'est pour donner des outils nécessaires aux jeunes agripreneurs que l'organisation Hayat Boukam organise cette formation pour la réalisation de leurs projets. Il s'agit d'aider ces jeunes à mieux maîtriser les techniques de rédaction des projets bancables. Hayat Boukam est un camp de formation en agroécologie destiné aux femmes et aux jeunes et organisé par Hayat Tchad. C'est une occasion offerte aux jeunes dans le cadre de leur projet, alliant les nouvelles technologies de l'information et l'agriculture. Il est organisé un concours dans les domaines d'éthique agricole dénommé Aya for Hackathon Talent. Durant une semaine, les jeunes talents issus des différentes provinces seront également détectés. L'objectif de ce concours est aussi de donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs de l'emploi vert et d'éthique d'être à l'avant-garde du développement du secteur agro-silvopastoral et halieutique à travers des applications innovantes pour arriver à une meilleure production. La présidente de la dite organisation renseigne qu'à travers des activités culturelles, son organisation dispensera les notions sur le vivre ensemble. Lancement hier à Electron TV de la 4e édition de l'émission Karao Toumaï, une émission dont l'objectif est de valoriser la culture tchadienne et d'encourager les jeunes à s'intéresser à la culture. C'est le président directeur général de cette chaîne, Ngambay Djegoltar Armand, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. Alhaj Abame Mustafa. La chaîne Electron TV lance officiellement les activités de la 4e édition de son émission Karao Toumaï, une émission axée sur la valorisation de la culture tchadienne. Au lancement des activités, des panélistes ont échangé avec la presse sur l'importance de cette production et ses impacts sur le public cible. Après une brève explication du président du comité d'organisation, le président directeur général de ces médias s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. Le milieu artistique et surtout la chose culturelle a besoin de personnes avérées. Et c'est pour la principale raison de combler ces lacunes sur le plan artistique. Donc je suis ici simplement pour témoigner notre satisfaction d'avoir ces deux personnes ressources, mais aussi pour remercier les médias qui sont là en demandant que nous soyons accompagnés afin que les enfants qui vont compétir dans ce contexte particulier de la pandémie puissent vraiment se sentir heureux,
se sentir accompagné et se sentir honoré. Des dispositions sont prises pour la conduite de cette 4e édition de l'émission Karaou Toumaï, et suivant les respects de mesures sanitaires contre le Covid-19. Et voici comment se présente la situation épidémiologique de la maladie de Covid-19 de ce dimanche 15 novembre. 457 échantillons analysés, 6 cas confirmés, 5 au Mayoukibi Est, contact de précédents cas, 1 à N'Djamena, 4 guéris portant le total à 1443, 1 décès portant le total à 101, 53 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1597 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Bouchemi. Fin de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite des programmes. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.